dans votre guide, il y a un certain nombre de bibliographies qui sont données. Comment elles ont été constituées, ces bibliographies? Parce que tu disais à l'instant, Nathan, que, par exemple, dans les 100 livres, tu n'as pas forcément lu tous les titres des 100 titres recommandés. Sur qui vous vous êtes reposé? Justement, c'est vrai que au moment de construire ce guide, on savait qu'on voulait faire donner des conseils et certainement avoir un chapitre avec juste une liste de conseils. Et en même temps, on s'interrogeait aussi justement sur notre place de lecteur, quoi. Parce que même si on assumait le fait que c'était un livre personnel, où on parlait d'un regard de blogueur avec notre parcours, notre place dans ce milieu, etc., on voulait aussi qu'il soit représentatif de ce qu'est la littérature ado, qu'il soit objectif à sa manière, et on voulait que cette liste soit la plus objective possible. Et à ce moment-là, il y a une amie qui travaille dans l'édition également, qui est venue vers nous, parce qu'elle avait déjà une liste qu'elle avait constituée avec des lecteurs, des professionnels, des collègues, etc., de livres. Alors il y avait jeunesse aussi, mais c'était jeunesse et roman ado paru, roman jeunesse et roman ado paru entre 2000 et 2018 à l'époque. Et elle nous a dit, peut-être que ça, on pourrait en faire quelque chose. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a constitué un jury de 100 professionnels, donc des auteurs, des autrices, éditeurs, éditrices, libraires, bibliothécaires, blogueurs et blogueuses, journalistes, enfin voilà, plein de 100 professionnels qui ont été un peu notre jury pour cette liste. Et on leur a envoyé une énorme liste avec plein de romans pour ados en leur disant, dites-nous pour vous dans cette liste quels sont les romans incontournables. Donc ça ne voulait pas forcément dire leur roman coup de cœur, parce que dedans, par exemple dans les incontournables, tu te dis il faut qu'il y ait Harry Potter, il faut qu'il y ait Twilight, il faut qu'il y ait Hunger Games, il faut qu'il y ait John Green, même si on peut les avoir détestés, on se dit il faut qu'ils soient là. Et en laissant quand même le jugement du mot incontournable. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, incontournable? Et avec la possibilité à la fin aussi de mettre quand même un peu leur chouchou, parce que ça pouvait compter pour que la liste soit quand même représentative de ce... Et puis aussi sur les derniers choix. Et à la fin, ils pouvaient aussi ajouter des livres qu'on aurait oubliés, parce que évidemment la liste était énorme, mais il en manquait. Ce qui fait qu'à la fin, avec tout ça, on avait une liste de 800 romans, je crois. Et grâce au vote de tous les professionnels, on a pu réduire à 100 et constituer cette liste. Est-ce que vous avez un peu arbitré quand même à la fin, sur à la toute fin, il y avait sur les derniers titres, il y avait des égalités et des titres avec moins de points. Et c'est là que ça a été le plus. C'est là que les coups de cœur ont joué. Ouais. Parce que par exemple, ils pouvaient avoir tous, je sais pas combien de votes, 5 ou 6, je sais plus du tout, d'incontournables. Mais s'il y en a un qui avait peut-être plein de coups de cœur, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose quand même. C'est comme ça que sont rentrés des livres comme Le Royaume de Pierre d'Angle, qui en 2020 était encore assez récent, mais qui a eu énormément de coups de cœur de libraires et de bibliothécaires. Et après, il y avait des livres aussi, des auteurs qui ont publié beaucoup, et du coup, tous les votes étaient répartis, donc des auteurs comme Joe Witek, Antoine Doll, Séverine Vidal. Qui étaient répartis sur toute leur bibliographie. Et donc, il y en a qu'on a fait rentrer à la fin en mettant un, qui se démarquait un peu plus parce que ça nous paraissait important que ces auteurs y soient. Il y en a qui ne sont pas vraiment rentrés dans la liste, mais qu'on cite au tout début, justement parce qu'on voulait attirer l'attention sur le fait qu'ils n'étaient pas dans la liste, mais que pour autant ils avaient... Mais c'est vrai qu'à la fin, on a forcément dû faire des choix. Oui, bien sûr. Ouais. Mais quand on a eu la liste entre les mains à la fin, on était content parce qu'on s'est dit, effectivement, il y en a une partie qu'on n'a pas lue, mais on s'est dit, cette liste, pour nous, elle veut dire quelque chose. Et ça nous semblait qu'elle représente bien ce qu'est la littérature ado, même si évidemment il manque énormément de trucs, mais il n'y en a que 100 sur des années et des années de production. Et on était content aussi d'avoir eu un jury qui rendait la chose assez objective et d'avoir fait ça collectivement aussi. Le mot collectif pour nous il revient vachement dans l'histoire de ce livre, mais parce que c'est aussi pour ça qu'il y a plein de portraits de professionnels dans le livre. On voulait que toutes les personnes qui font de la littérature d'aujourd'hui, enfin une partie, il n'y en a que 100 sur beaucoup de professionnels, y participent, quoi. Et puis c'est intéressant parce que personne n'a le même regard sur les romans pour ados. Les prescripteurs vont avoir un regard peut-être plus justement tourné vers l'ado. Les éditeurs n'ont pas le même regard. Les auteurs peut-être plus tournés vers la création. C'est ça. Et puis on le voit très bien quand on voit un prix comme le prix des sorcières
face à un prix comme les Pépites, les sélections sont pas du tout les mêmes, et ça veut dire quelque chose de justement qui a sélectionné ces livres-là et comment, je trouve. Et on le voit pas du même... Enfin, effectivement, même en tant que lecteur, on voit pas les romans de la même place.